Pourquoi les asiles d'aliénés ont-ils proliféré soudainement dans le monde occidental au milieu du 19e siècle? Entre 1845 et 1890, d'immenses institutions psychiatriques ont vu le jour dans presque toutes les grandes villes. D'énormes complexes de pierre, construits à une vitesse fulgurante et remplis presque instantanément. Les dossiers des patients sont rares. Les témoignages ont disparu. Les histoires ont été balayées d'un revers de main, qualifiées de folie avant même d'être avérées. L'explication officielle? Une réforme humanitaire. L'avènement du traitement moral. L'industrialisation engendre une forte pression psychologique. Mais il existe une autre possibilité. Une possibilité jamais abordée. Une catastrophe mondiale récente. Un monde disparu, effacé discrètement et rebaptisé mythe. Si un tel événement s'était produit, il y aurait eu des survivants, des personnes dont les souvenirs ne correspondaient pas à la nouvelle version officielle. La question est donc la suivante. Les asiles ont-ils été construits pour soigner ou pour faire disparaître ceux qui se souvenaient du passé? En 1800, on comptait une douzaine d'établissements psychiatriques spécialisés dans toute l'Amérique du Nord. En 1880, il y en avait plus de 300. En Grande-Bretagne, ce nombre est passé d'une vingtaine à plus de 120 durant la même période. France, Allemagne, Russie, le schéma se répète avec une précision inquiétante. L'Italie, l'Espagne et les territoires austro-hongrois ont tous connu une croissance fulgurante de leurs infrastructures psychiatriques dans un laps de temps très court. Cela soulève une question simple, mais cruciale. D'où viennent tous ces patients? La réponse habituelle invoque l'urbanisation, la pauvreté et les pressions de la vie moderne. Le capitalisme industriel rend les gens fous. La dissolution des structures communautaires traditionnelles laisse les personnes vulnérables sans soutien. Mais c'est là que ça devient étrange. L'essor des asiles ne suit pas un schéma linéaire d'industrialisation. Il survient plus tôt dans certaines régions, plus tard dans d'autres. Des zones rurales peu industrialisées ont construit des asiles aussi vastes que ceux de Manchester ou de New York. De petites villes, des localités de 15-0 ou 20-0 habitants, ont construit des institutions conçues pour accueillir 2-0 patients. Des communautés sans usines, sans forte densité urbaine, sans cause apparente de maladies mentales de masse. 2-0 patients originaires de villes de 20-0 habitants. Les calculs ne tiennent pas, à moins qu'il n'y ait eu autre chose, à moins que les patients ne viennent d'un endroit ou d'une époque que les dossiers officiels refusent de reconnaître. Considérons maintenant cette chronologie parallèle que l'histoire officielle considère comme sans lien, fortuite ou, le plus souvent, inexistante. Entre 1750 et 1850 environ, un événement est frappé des villes du monde entier, laissant des bâtiments à moitié ensevelis. Les rez-de-chaussée sont devenus des sous-sols. Le niveau de la rue s'est élevé. Les fenêtres qui donnaient autrefois sur la rue donnaient désormais sur la terre et la pierre. Les passages conçus pour le passage des humains s'ouvrent désormais sur de la terre compactée et des débris. On appelle cela la coulée de boue. Saint-Pétersbourg, Paris, Londres, Boston, San Francisco, Melbourne, Buenos Aires, Édimbourg, Prague, Istanbul. Des villes sans aucun contact culturel, sans tradition d'ingénierie commune, sans planification urbaine coordonnée, toutes présentent les mêmes traces architecturales d'enfouissement rapide. Toutes témoignent de la même uniformité impossible de cette destruction. Des bâtiments aux fenêtres ornementés au premier étage, désormais sous terre. Des sous-sols manifestement conçus comme des rez-de-chaussée, avec des hauteurs sous plafond et des éléments décoratifs incompréhensibles pour les vendeurs. Des portes donnant directement sur la terre battue, des quartiers entiers situés entre 1 et 5 mètres plus bas que les rues environnantes. Et toujours la même absence de documentation expliquant comment et pourquoi cela s'est produit. Entre 1800 et 1860 environ, période qui coïncide avec l'essor fulgurant de la construction d'asiles, une question peut paraître absurde au premier abord. Que faire des témoins?
Si un événement ayant bouleversé la civilisation s'est produit, si des villes ont été ensevelies, si des populations ont été déplacées, si le paysage physique a été profondément transformé, il y aura forcément des survivants. Il y aurait des gens qui se souviendraient, des gens qui pourraient témoigner de ce à quoi ressemblait le monde avant. Des gens qui se souviendraient de l'époque où ces fenêtres de sous-sol servaient d'entrée au rez-de-chaussée. Des gens qui réclamaient des rues plus basses, des immeubles plus hauts, une architecture différente. Des gens qui contestaient le nouveau discours officiel, ni criminel, ni révolutionnaire, ni dangereux au sens conventionnel du terme. Dangereux uniquement par ce qu'ils savaient, par ce dont ils se souvenaient, par leur refus d'accepter la chronologie révisée, par leur insistance à croire que le monde avait changé d'une manière inexplicable par un développement urbain progressif. Comment faire taire des témoignages sans les supprimer ouvertement? Comment transformer des bouleversements historiques majeurs en mythes, en illusions, en divagations d'esprits perturbés? Comment faire de la réalité elle-même un symptôme de folie? En construisant des asiles. Et c'est là que la prolifération des asiles devient impossible à ignorer. Considérer ces institutions elles-mêmes, non seulement leur nombre, bien que cela soit déjà frappant, mais aussi leur conception, leur capacité, leur architecture, le caractère monumental de ces structures censées être destinées aux indigents atteints de troubles mentaux. Il ne s'agissait pas d'établissements médicaux au sens moderne du terme, mais de structures de confinement, d'immenses forteresses de pierre construites selon les mêmes techniques architecturales et souvent par les mêmes bâtisseurs inconnus que les édifices monumentaux de l'époque précédente. Une époque dont on nous dit qu'elle n'a jamais existé, une époque qui se serait achevée avant même d'avoir commencé. Des bâtiments construits avec une précision remarquable dans la maçonnerie, dotés de systèmes de ventilation sophistiqués et d'éléments architecturaux reflétant le style ancien que l'on retrouve dans les édifices semi-enterrés eux-mêmes. Le plan Kirkbride, introduit en 1854 par Thomas Story Kirkbride, devint le modèle de construction des asiles à travers l'Amérique du Nord. D'immenses ailes arrière, symétriques et imposantes, bâties en pierre et en briques, témoignent d'un savoir-faire qui semble en contradiction avec les capacités supposées de l'Amérique du milieu du 19e siècle. Il ne s'agissait pas de simples bâtiments institutionnels, mais de monuments architecturaux, souvent caractérisés par les mêmes ornements de pierre, les mêmes techniques de construction avancées et la même précision incroyable que l'on retrouve dans des édifices officiellement attribués à une civilisation antérieure ou ayant existé. Mais le plus étrange, c'est que nombre de ces bâtiments ne sont pas apparus soudainement dans les archives historiques. Ils semblaient complets, pleinement opérationnels, avec des patients qui se sont matérialisés presque instantanément. Aucune photographie de la construction, aucun rapport d'avancement des travaux, une existence soudaine, comme s'ils avaient toujours été là, simplement réaffectés. D'où venaient ces patients? Les dossiers sont vagues, des pauvres errants, des déséquilibrés, des personnes atteintes de troubles mentaux, des sans-abri. Mais les descriptions sont étrangement uniformes. Pas de diagnostic précis, pas d'histoire de cas détaillés, juste placement, institutionnalisation, exclusion définitive de la société. Le langage évite soigneusement les détails, comme si les véritables raisons de ces placements ne pouvaient être consignées par écrit. C'est là que le schéma devient plus difficile à expliquer. La construction d'asiles n'était pas un phénomène régional, ni la réaction d'une seule nation à des conditions locales. Elle était mondiale et coordonnée, non pas par un traité international explicite. Aucun document n'impose l'institutionnalisation psychiatrique à l'échelle planétaire, mais par un modèle si uniforme qu'il suggère une planification centralisée. Certes, aucun document ne prescrit explicitement la construction d'asiles partout simultanément, mais le calendrier, l'architecture, les objectifs affichés, les cadres juridiques autorisant l'internement involontaire, tout cela émerge dans un même laps de temps historique restreint, à travers les continents et les cultures qui, en théorie, n'avaient que des contacts minimes.
On observe les mêmes schémas diagnostiques de type Kirkbride en Russie et en Argentine, les mêmes critères d'engagement émergent en Grande-Bretagne et en Australie. On constate la même expansion des catégories diagnostiques simultanément dans des sociétés aux traditions médicales radicalement différentes. En 1845, la Grande-Bretagne adopte la loi sur la folie, Lunacy Act, imposant la construction d'asiles dans chaque comté. La France promulgue une législation similaire la même année. Aux États-Unis, les États adoptent successivement des lois sur l'internement des personnes atteintes de troubles mentaux tout au long des années 1840 et 1850. La Russie, l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois mirent en œuvre l'institutionnalisation psychiatrique à une échelle sans précédent. Le Japon commença la construction d'asiles de type occidental dans les années 1870, malgré l'absence de tradition préalable en matière de psychiatrie institutionnelle. L'Empire ottoman suivit son exemple. Même les territoires coloniaux d'Afrique et d'Asie voient la construction de centres d'accueil pour réfugiés se multiplier, souvent avant même celle des hôpitaux ou des écoles de base, sans aucune coordination apparente. On prétend qu'il s'agit d'une réforme humanitaire spontanée, menée indépendamment dans des dizaines de pays, tous utilisant des plans architecturaux, un langage juridique et des justifications de détention arbitraire remarquablement similaires. L'histoire officielle interprète cela comme une évolution convergente, des problèmes similaires engendrant des solutions similaires, une réforme progressiste se propageant naturellement par le biais des échanges culturels. Les connaissances médicales se diffusent par le biais des revues spécialisées et des conférences internationales. Mais l'évolution convergente ne produit pas une architecture identique. Elle ne produit pas un langage juridique identique. Cela n'explique pas la simultanéité des calendriers de construction dans des régions aux structures gouvernementales, aux conditions économiques et aux valeurs culturelles radicalement différentes. Cela n'explique pas pourquoi une petite ville rurale de Pennsylvanie et une ville de province de Sibérie auraient construit des établissements psychiatriques quasiment identiques au cours de la même décennie, selon les mêmes principes de conception et pour une fonction apparemment identique. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'ignorer. Considérons maintenant l'évolution du diagnostic psychiatrique durant cette période. Avant 1848, la folie était une catégorie relativement restreinte. Elle désignait les troubles mentaux graves, les comportements violents, les déficiences cognitives profondes, des états si manifestes et extrêmes que l'internement était rarement controversé. Mais entre 1840 et 1880, la définition a connu une évolution fulgurante. Soudain, presque tout pouvait être considéré comme de la folie nécessitant une hospitalisation. Les critères diagnostiques se sont élargis pour englober des comportements et des croyances qui auraient été jugés excentriques ou inhabituels au cours des décennies précédentes, mais pas nécessairement pathologiques. L'enthousiasme religieux, le radicalisme politique, les comportements anticonformistes, la folie morale, un diagnostic si vague qu'il pouvait s'appliquer à quiconque défiait les normes sociales. La nostalgie, littéralement le mal du pays, devint un motif d'internement. La drapétomanie, cette prétendue maladie mentale qui aurait poussé les esclaves à fuir, fut sérieusement envisagée comme un trouble psychiatrique. La monomanie, cette obsession pour un seul sujet, pouvait justifier l'internement. Surtout, semble-t-il, lorsque ce sujet portait sur une incohérence historique ou une anomalie architecturale. La lecture des dossiers qui nous sont parvenus est troublante, non pas à cause de l'état des patients, mais en raison de la faiblesse fréquente des justifications. Une femme qui affirmait que sa ville avait un autre aspect, un homme qui insistait sur le fait qu'il se souvenait de bâtiments qui n'existaient pas, des gens qui décrivaient une autre chronologie, un autre paysage architectural, une autre histoire, des individus qui ne parvenaient pas à concilier les premiers étages enfouis avec les explications officielles. Les gens posaient des questions sur les raisons de la surélévation des rues, sur la présence de nombreuses traces d'inhumation dans les bâtiments et sur l'apparente discontinuité des archives historiques.
Les médecins concluaient qu'ils étaient atteints de délire, souffrant de faux souvenirs. Déconnectés de la réalité, ils fabulaient et souffraient de désorientation temporelle. Ces diagnostics devinrent standardisés et apparurent avec une fréquence suspecte dans les archives des asiles entre les années 1840 et 1870. Mais que se passerait-il si la réalité était tout simplement différente du récit officiel nouvellement construit? C'est là que l'évidence se mue en absence, que le schéma se révèle par ce qui manque. Essayez de trouver des témoignages personnels détaillés de patients d'asile entre les années 1850 et 1870. Tentez de retrouver leurs témoignages, leur version des faits, leur description du monde dont ils se souvenaient, leurs explications sur leurs croyances, exprimées dans leurs propres mots, sans interprétation institutionnelle. Les archives sont rares, fortement filtrées par les autorités institutionnelles, et lorsqu'elles existent, elles sont rejetées comme le fruit de troubles mentaux. Les témoignages des patients étaient transcrits par le personnel de l'asile, interprétés à travers le prisme du diagnostic psychiatrique et conservés uniquement lorsqu'ils confirmaient l'évaluation de la folie par l'institution. Les écrits des patients étaient souvent détruits, car jugés contre-productifs sur le plan thérapeutique. Cependant, un rejet ne constitue pas une preuve de mensonge. Plus j'approfondissais les dossiers de l'asile, plus je constatais des lacunes systématiques. Des patients admis sans aucun document attestant de leur vie antérieure. Des personnes placées en institution sans lien familial clair, sans domicile fixé, sans trace écrite de leur existence avant leur entrée à l'asile. Des noms sans histoire, des identités sans contexte. De simples dates d'admission et de vagues descriptions des symptômes, comme s'ils étaient apparus de nulle part, ou comme si leur existence antérieure avait été effacée, comme si les archives avaient été délibérément effacées, comme si ces personnes devaient disparaître à jamais de l'histoire, sans laisser la moindre trace de leur identité ni de leur connaissance. Ce qui me hante le plus, ce ne sont pas les documents eux-mêmes, c'est ce qu'ils ne disent pas. On n'évoque pas la contradiction. On ne reconnaît pas qu'il se passe quelque chose d'étrange. Au 19e siècle, le corps médical considère l'explosion soudaine des maladies mentales comme un phénomène naturel, prévisible et sans particularité. Aucune revue médicale ne s'interroge sur les raisons de cette augmentation apparemment exponentielle des pathologies psychiatriques. Aucun responsable de la santé publique n'enquête sur les causes de cette épidémie apparente. Des milliers de personnes en Europe et en Amérique du Nord ont soudainement sombré dans la folie, nécessitant une hospitalisation permanente. Leurs symptômes, souvent centrés sur de faux souvenirs, une confusion temporelle et la conviction que le monde physique avait changé, se sont manifestés dans un laps de temps très court, accompagnés de délires remarquablement similaires concernant des anomalies architecturales et une discontinuité historique. Et la réaction? Aucune enquête. Aucune curiosité quant aux raisons de l'apparition simultanée de ce groupe particulier de symptômes sur des distances géographiques considérables. Il ne s'agissait pas d'une étude épidémiologique des causes possibles de ce trouble mental si spécifique et si répandu. On a simplement procédé à l'internement, au confinement, au silence, à l'institutionnalisation immédiate, à la séparation définitive de la société et à un manque flagrant de curiosité médicale à l'égard du phénomène lui-même. Les asiles se sont remplis, la crue de boue est devenue un mythe. Les témoins des patients, les témoignages des symptômes et les questions des preuves de folie. Revenons aux bâtiments eux-mêmes. De nombreux asiles du 19e siècle présentent les mêmes caractéristiques semi-enterrées que d'autres constructions de cette époque. Premier étage en contrebas du niveau du sol, fenêtres donnant sur la terre. On retrouve les mêmes traces d'enfouissement rapide dans les bâtiments civiques, les églises, les gares, l'hôpital d'État de Denver, dans le Massachusetts, l'asile d'aliénés Trans-Allegheny en Virginie-Occidentale, et l'asile d'aliénés d'Athens, dans l'Ohio. Tous présentent des fondations qui suggèrent qu'ils étaient soit antérieurs à la coulée de boue, soit construits immédiatement après, sur un terrain récemment soulevé. Mais contrairement à ces autres édifices, les asiles n'étaient généralement pas considérés comme des prouesses architecturales.
Ces établissements n'ont pas bénéficié de la même attention médiatique. Ils ont été construits, remplis, puis oubliés. Pas de cérémonie d'inauguration grandiose, pas de revue d'architecture célébrant leur conception, seulement des notes de construction fonctionnelle et une admission rapide des patients jusqu'à leur abandon. Et lorsqu'ils ont été abandonnés tout au long du 20e siècle, alors que les soins psychiatriques évoluaient vers d'autres modèles, qu'est-il advenu des archives? Qu'est-il advenu des témoignages des patients, des documents d'admission, des dossiers médicaux, des journaux quotidiens détaillés qui auraient dû documenter des décennies de fonctionnement institutionnel? Détruits, perdus, inaccessible, dégâts causés par le feu, dommages causés par l'eau, dossiers médicaux délibérément éliminés car considérés comme obsolètes ou tout simplement disparus sans explication quant à leur absence. La destruction survenait souvent juste avant la reconversion ou la démolition des bâtiments, comme si l'on ne voulait pas que ces archives survivent jusqu'à une époque où des chercheurs indépendants pourraient y avoir accès. Le silence était assourdissant. Je ne peux pas prouver ce qui s'est passé. Je peux seulement vous montrer ce qui est incohérent. La synchronicité, l'ampleur, le flou concernant l'origine des patients, l'élargissement des critères diagnostiques pour inclure les divergences de mémoire et la confusion historique. Les indices architecturaux suggérant que les asiles eux-mêmes sont nés de auréés ou ont été ensevelis par l'événement même qu'ils étaient peut-être destinés à réprimer. La destruction systématique des archives, la coordination mondiale, la rapidité incroyable de la construction, le remplissage immédiat des institutions avant même que la population locale n'ait pu en exprimer un besoin suffisant. Pourquoi l'essor des asiles a-t-il coïncidé avec la période, selon la chronologie des inondations catastrophiques, où une telle catastrophe se profile? Pourquoi les critères d'internement ont-ils été élargis pour inclure des symptômes qui semblent témoigner d'une réalité historique différente? Pourquoi ces institutions ont-elles été construites avec une telle urgence, une telle uniformité, une telle capacité, comme si elles étaient nécessaires partout et simultanément? Comme si l'on avait su d'avance qu'un grand nombre de personnes devraient être internées simultanément à travers le monde? Pourquoi les dossiers des CPORS et des patients restent-ils si difficiles d'accès, si fragmentaires, si soigneusement filtrés par l'autorité institutionnelle? Pourquoi tant d'asiles ont-ils été détruits? Et pourquoi cette destruction suit-elle un schéma si constant? Pourquoi ce schéma, cette corrélation entre bouleversement géologique et institutionnalisation psychiatrique a-t-elle été si complètement ignorée par l'historiographie officielle? Pourquoi évoquer cette corrélation provoque-t-il immédiatement le rejet, non pas sur la base de preuves, mais parce que la question elle-même serait fondamentalement absurde? Non pas pourquoi les asiles ont été construits, ni quand, ni dans quel cadre juridique. Non. Comment effacer une civilisation? Comment réécrire l'histoire à l'échelle mondiale? Comment faire taire les témoins sans violence manifeste? Comment faire de la vérité elle-même un symptôme de folie? On les déclare fous, on institutionnalise la mémoire, on construit des asiles, et les preuves suggèrent quelque chose de bien plus vaste qu'une simple réforme de la santé mentale, quelque chose qui a nécessité la construction simultanée d'infrastructures de confinement à travers le monde, quelque chose qui a exigé la suppression des témoignages, l'élimination des témoins, la pathologisation du récit alternatif, quelque chose qui ne pouvait être accompli par une censure ou une violence manifeste, mais qui nécessitait l'autorité de la science médicale pour légitimer l'effacement. L'histoire officielle parle de progrès humanitaire, d'avancées médicales, d'évolution des soins psychiatriques, d'une approche éclairée des maladies mentales, du triomphe de la raison sur la superstition. Mais les vestiges architecturaux, la chronologie, les lacunes systématiques des archives historiques murmurent autre chose. Ils murmurent une vérité qu'il a fallu enfouir aussi profondément que les premiers étages de ces bâtiments à demi submergés. Ils murmurent « C'étaient les témoins et nous avons construit des forteresses pour les enfermer. Nous avons analysé leurs souvenirs, nous avons institutionnalisé leur réalité.
nous avons fait de la vérité elle-même une maladie traitable. Voici Betty, mes origines.